ce que je tiens à dire, ce qui alimente le terrorisme d'abord et avant tout, c'est l'espoir. C'est pas le désespoir, contrairement à ce qu'on nous raconte. Les terroristes, ce sont pas des gens qui n'ont plus rien à faire dans leur vie et qui vont se faire tuer. Au contraire, ils ont l'espoir de nous anéantir. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom avec Maître Yom Tov Khalfan. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on voulait d'abord avoir votre réaction face à ce qui s'est passé ces derniers jours sur le plan sécuritaire, le double attentat à Jérusalem pendant Shabbat, et puis aussi l'activité de l'armée israélienne en Judée, en Samarie, en particulier à Naplouse et à Jenin. Quelle est votre réaction à ça, en particulier aux attentats ? Ce sont des massacres, littéralement, qui ont eu lieu le soir de Shabbat à Jérusalem, à la sortie d'une synagogue, le jour international de commémoration de la Shoah. 7 personnes assassinées. C'est le plus grand attentat qu'a connu Israël ces 10 dernières années. On peut être horrifié. Encore plus nous, habitants de Jérusalem, qui vivons au quotidien, qui connaissons ces endroits, par ces attentats. Et face à ces attentats, ce que nous demandons en fait au gouvernement, c'est une réaction très ferme, très énergique, parce que nos ennemis sont autour de nous. Nous avons vu les réactions de liesse qui ont eu lieu de partout, à Gaza, dans les villes palestiniennes, à Jenin, à Naplouse. Ils ont tiré des feux d'artifice, ils ont distribué des bonbons et des sucreries. Et c'est ce que j'ai dit c'était le jour donc de commémoration de la Shoah. Nous voyons que en réalité ce mal, cette haine du juif existe toujours. Elle ne parle plus l'allemand aujourd'hui, elle parle l'arabe, et nous devons en être conscients parce qu'ils sont là autour de nous et nous devons agir pour leur faire comprendre que dans ce combat, nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser gagner. C'est à nous de remporter cette guerre contre le terrorisme. Alors vous avez parlé d'une réaction ferme de la part du gouvernement. On peut dire que très rapidement, dès samedi soir avec le cabinet restreint et dimanche avec le gouvernement, on peut dire que le gouvernement Netanyahou a eu une réaction rapide et musclée. Le fait d'emmurer les maisons des terroristes, du terroriste responsable de l'attentat de Neve Yaakov tout de suite, immédiatement. Le fait de promouvoir des projets visant à priver de nationalité israélienne des citoyens israéliens qui seraient impliqués dans des actes terroristes. C'est un train de mesures que vous soutenez ? Je soutiens évidemment ces mesures, mais je trouve que au regard de l'ampleur de l'attaque, de l'attentat, du massacre, nous pouvons faire beaucoup plus. Comme quoi ? C'est-à-dire que la destruction de maisons c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui a toujours eu lieu après les attentats. C'est toujours la question, c'est à quel moment, puisqu'il y a souvent des limitations du système juridique israélien qu'il faut réformer. Je soutiens aussi la réforme Levin, qui nous mettent parfois des bâtons dans les roues dans l'application de ces mesures qui existent depuis de nombreuses années de scellés et puis de destruction des maisons terroristes. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Les annonces vont dans le bon sens. La question, c'est est-ce qu'elles vont être appliquées et dans quelle mesure? Est-ce que ça va être uniquement des expulsions qui existent déjà? Ayelet Shaked, en tant que ministre de l'Intérieur, avait expulsé déjà des terroristes qui avaient la carte d'identité israélienne. Ou Salah Hamouri, par exemple, il y a encore pas longtemps qu'elle a expulsé vers la France. Donc il y a déjà eu ce genre de choses. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors donnez-nous Yom Tov. Il faut peut-être mettre en place la peine de mort qui existe aussi paradoxalement déjà dans la loi israélienne, mais qui n'est pas appliquée. Est-ce qu'il faut pousser à sa mise en application et aller beaucoup plus loin? Je crois qu'aller beaucoup plus loin, pas seulement dans des mesures d'ordre uniquement, j'ai envie de dire, judiciaire, c'est-à-dire d'expulsion ou de destruction. Je pense que qu'il faut des mesures de construction, puisqu'en réalité, ce qui porte le terrorisme, c'est l'espoir de nous expulser de cette terre et de mettre fin au projet de l'État d'Israël et du peuple juif de retour sur sa terre. Donc moi je soutiens aussi pas seulement des mesures judiciaires, mais des mesures de construction. Il n'y a pas eu d'annonce jusqu'à présent, comme c'était par le passé le cas dans des attaques terroristes de cette ampleur. Et il faut expliquer aux terroristes qu'à chaque juif qui est tué ici, nous allons construire des milliers de logements, des nouveaux quartiers. Je dirais même jusqu'à dire détruire la maison du terroriste et construire à la place
des maisons juives pour leur montrer que eux veulent nous déraciner d'ici et nous, au contraire, nous allons nous enraciner. C'est peut-être parce que nous sommes aussi dans une perspective diplomatique. Il y a la visite actuellement d'Anthony Blinken. Peut-être que Benjamin Netanyahou est érodé par, on va dire, expérimenté par ses relations avec l'administration Obama, avec même Joe Biden, et bien veut éviter peut-être de toucher à ce sujet qui exacerbe les tensions avec l'administration américaine. Oui, sans doute. En tout cas, c'est ce que Netanyahou a expliqué. C'est-à-dire que une partie des ministres du gouvernement, les ministres de droite comme Smotrich et Ben Gvir, ont demandé à Netanyahou d'annoncer des constructions en Judée-Samarie, à Jérusalem, à la suite de cet attentat, comme c'était le cas par le passé dans d'autres attentats et sous d'autres gouvernements, notamment pas loin de l'endroit où a eu lieu l'attentat à Neve Yaakov. Il y a 2 grands projets de construction majeurs stratégiques pour Jérusalem. L'un qui est le projet d'Atarot, qui se trouve juste à côté, donc de Neve Yaakov, où doivent être construits 9000 unités de logement, projet qui avait avancé dans le précédent gouvernement, sous mon impulsion, sous l'impulsion d'Ayelet Shaked. Et autre projet qui est un projet stratégique, le projet de E1 entre Jérusalem et Ma'ale Adumim, qui peut permettre en réalité la continuité territoriale entre Jérusalem et la ville de Ma'ale Adumim. Ces 2 projets stratégiques et proches de l'endroit où a eu lieu l'attentat peuvent être autorisés. Et vous parlez justement de tensions diplomatiques. L'histoire a fait, moi je n'aime pas ça, mais l'histoire a fait que justement Israël généralement utilise une fenêtre diplomatique qui s'ouvre à la suite d'attentats pour des autorisations de construction, puisqu'on a moins tendance à condamner Israël au lendemain d'un attentat. On sait que la communauté internationale, les Américains, les Européens condamneront toujours Israël lorsqu'il y a des constructions à Jérusalem, en Judée-Samarie, mais quand ça se passe le lendemain d'un attentat, il y a moins tendance à le faire. C'est comme ça que beaucoup de projets ont été autorisés au cours de l'histoire d'Israël de ces 50 dernières années. Une grande partie des Yishuvim que nous avons en Judée-Samarie, en réalité, ont été construits à la suite, malheureusement, d'attentats, d'attaques sur la route, à l'endroit même souvent où a eu lieu l'attaque, et souvent en utilisant, j'ai envie de dire, cette courte fenêtre diplomatique qui nous est donnée au lendemain des attentats. Donc j'espère que Netanyahou ne va pas laisser passer cette fenêtre diplomatique et justement faire des annonces de construction, parce que je tiens à dire, ce qui alimente le terrorisme d'abord avant tout, c'est l'espoir. C'est pas le désespoir, contrairement à ce qu'on nous raconte. Les terroristes, ce sont pas des gens qui n'ont plus rien à faire dans leur vie et qui vont se faire tuer. Au contraire, ils ont l'espoir de nous anéantir. Et nous devons leur enlever cet espoir. Et comment nous leur enlevons cet espoir? En faisant de la construction, en nous développant et en leur montrant qu'ils ne vont pas faire sortir de la terre d'Israël le peuple juif. Alors je voudrais maintenant que l'on aborde avec vous ce sujet qui fait polémique en Israël. Il s'agit de la réforme de Yariv Levin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes aussi juriste, avocat, et que vous avez donc cet œil d'expert que vous pouvez mettre en application pour voir effectivement si, comme le prétend, on va dire, l'opposition actuelle, eh bien ce projet de loi, cette réforme de Yariv Levin, c'est une réforme qui va à l'encontre de la démocratie, qui atteint la démocratie et qui risque d'affaiblir, d'avoir des répercussions dramatiques sur l'État d'Israël. Quel est votre jugement sur la réforme de Yariv Levin? Je pense que c'est une bonne réforme. Moi, je la soutiens dans son essence, c'est-à-dire dans les idées développées par Yariv Levin en réalité de corriger ce qui a été fait par Aaron Barak il y a 30 ans de cela, qui était à l'époque, ce qu'on appelle une aficha, ce qui était un putsch juridique, ce qu'a fait le juge de la Cour suprême, le président de la Cour suprême Aaron Barak dans les années 90, c'était en réalité de s'octroyer des prérogatives qui ne l'ont jamais été données par la loi israélienne, comme le fait d'annuler des lois de la Knesset, comme le fait en réalité de mettre la vision des juges de la Cour suprême au-dessus de tout autre acteur et au-dessus de placer la Cour suprême en réalité au-dessus des 3 pouvoirs qui doivent être les 3 pouvoirs, le pouvoir juridique, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Aaron Barak a décidé qu'il y a un des 3 pouvoirs qui doit être au-dessus, qui doit avoir le dernier mot, qui peut annuler des lois de la Knesset, qui peut annuler des décisions gouvernementales, tout simplement parce qu'il considère que les juges de la Cour suprême comprennent mieux que tous
ce qui est bon pour le pays. Okay, donc ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'oligarchie, une oligarchie juridique qui est en place depuis 30 ans en Israël, et que ce projet de Yariv Levin vient réformer. Ce sont des idées que nous avons développées, que j'ai personnellement développées pendant des années dans mon parcours politique, et mes partenaires politiques aussi. La droite israélienne, la droite idéologique a développé. La seule personne à avoir réussi jusqu'à présent à endiguer cette oligarchie juridique de Aaron Barak a été Ayelet Shaked de 2015 à 2019. Mais justement, rééquilibrer la Cour suprême, il faut faire encore beaucoup de choses. C'est pour ça que la réforme dans son essence est bonne, de changer le système de nomination des juges, de permettre à la Cour suprême, ce qu'on appelle la Piskat Ha'itgabrut, de permettre à la Knesset justement d'avoir le dernier mot dans ce ping-pong législatif entre la Cour suprême et la Knesset, parce qu'en réalité c'est tout à fait normal que les représentants du peuple que sont les députés en réalité aient le dernier mot sur quelle loi doit être votée en Israël, et c'est tout à fait logique. Mais justement, oui. Yom Tov, vous parliez d'Ayelet Shaked, mais Ayelet Shaked, lorsqu'elle était ministre de la Justice pendant les 4 années entre 2015 et 2019, eh bien, ce qu'elle a fait, elle l'a fait, on va dire, avec doigté, avec tact, avec négociation, c'est-à-dire, elle a trouvé des accords qui ont permis justement de faire rentrer dans la Cour suprême des juges conservateurs. Et là, finalement, on a l'impression que Yariv Levin met les pieds dans le plat et que ça va se faire bien entendu avec l'opposition farouche de l'opposition, et que ça risque finalement de n'être qu'une lettre morte, puisque si l'opposition devait revenir une fois au pouvoir, eh bien elle ferait la même chose, elle annulerait ce train de réforme, et on ne s'en sortirait pas. Est-ce que vous êtes pour un dialogue? Comment peut-on dialoguer? Comment peut-on trouver un compromis, comme l'a souhaité d'ailleurs hier Anthony Blinken? Est-ce que c'est possible, à votre avis, aujourd'hui, un compromis, ou alors l'opposition, elle est imperméable, étanche à tout compromis? Votre remarque, elle est très très bonne, Daniel. En effet, Ayelet Shaked, ça a été un peu par la force des choses, puisqu'elle avait tenté au début, elle a déposé des lois pour réformer par le biais de la loi la Cour suprême. Netanyahou l'avait empêché à l'époque en expliquant que c'était des pressions de la coalition par l'époque Carlon du parti Kolano. Je pense qu'en réalité, c'était plutôt lui, Netanyahou, qui ne voulait pas de ces réformes durant toutes ces années. Il a toujours été fermement opposé personnellement à ces réformes. Donc, elle n'a pas réussi à faire passer cela par la loi, et elle a eu en effet beaucoup d'habilité politique, c'est qu'elle a créé des alliances au sein de la commission de nomination des juges, et même au sein même du système à l'époque avec la précédente présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor, qui avait une position, on va dire, un peu plus, on va dire, flexible, plus pragmatique que les autres juges, et plus proche, on va dire, du monde des juges conservateurs, et elles avaient réussi ensemble à faire des réformes, faute de ne pouvoir avoir la majorité à la Knesset. Là, c'est pas le cas, puisqu'il y a une majorité à la Knesset qui soutient les réformes de Yariv Levin, mais je suis d'accord avec vous qu'au niveau du public, au niveau comme vous le dites, de l'efficacité de ces réformes, mieux vaut qu'elles se fassent avec une assise plus large. Même si, encore une fois, au niveau de la démocratie, il y a des élections qui ont eu lieu, il y a une coalition qui a été élue, il y a 64 députés qui soutiennent cette réforme, ils ont tout à fait le droit, dans un système démocratique, d'appliquer pourquoi ils ont été élus par leurs électeurs. Donc, moi, je remets pas en cause cela. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, comme vous avez dit, si on veut pas que demain, il y ait des nouvelles élections et une nouvelle coalition qui va tout annuler et nous ramener en arrière, mieux vaut le faire avec une assise plus large et plus solide, surtout, et ça, c'est ça ce qui est malheureux, c'est que moi, je vous le dis, une partie des députés de l'actuelle opposition soutiennent en réalité ces réformes. Je pense notamment aux députés à l'aile droite du parti de Gantz, des gens comme Gideon Sa'ar, qui par le passé était au Likoud et a lui-même porté des réformes similaires. Des gens comme Matan Kahana, qui était membre avec moi de Yamina et qui était totalement pour ces réformes pendant de nombreuses années, et qui jusqu'à aujourd'hui dit que dans l'idée il est pour, mais c'est plutôt dans la forme qu'il a un problème. Et c'est ça ce qui est malheureux en réalité, c'est que ces réformes en réalité sont rentrées dans le fameux jeu politique qui détruit Israël ces dernières années, du Rak Bibi et Rak Lo Bibi, c'est-à-dire les pro-Bibi et les anti-Bibi. Le fait que maintenant Bibi est pour la réforme alors qu'il a toujours été contre pendant 12 ans a fait en sorte que tous les gens qui ne n'aiment pas Bibi se sont automatiquement braqués contre cette réforme, y compris des gens qui dans l'idée
aurait pu être pour cette réforme. Donc en fait, cette réforme, elle a pris un aspect totalement politique et un aspect totalement voilà des deux camps qui se déchirent malheureusement en Israël ces dernières années. Et les gens comme moi qui n'appartiennent à aucun de ces deux camps et qui cherchent l'intérêt d'abord et avant tout d'Israël se trouvent tiraillés, puisque moi personnellement je suis pour ces réformes, mais je ne suis pas un bibiste. Et donc les gens comme moi, alors que moi, les gens qui n'aiment pas Bibi me traitent de bibiste parce que je soutiens ces réformes, et les gens qui soutiennent ces réformes me rappellent le fait que j'étais dans une coalition avec les gens qui s'opposent à ces réformes. Alors comment faire Et c'est un peu le mauvais jeu. Il y a un journaliste israélien qui s'appelle Kobi Bernstein qui a écrit sur ça un très beau tweet il y a quelques jours sur Twitter, où il dit que c'est malheureux, c'est qu'en réalité les gens en Israël aujourd'hui n'ont plus vraiment d'idéologie, tout est selon le positionnement politique. Et comme je dis, des gens qui dans l'idée, si on les mettait dans une salle et on leur avait développé la réforme de Lévin, on leur dit bah oui mais je suis pour, mais après on leur dit bah non mais c'est Netanyahou qui soutient cette réforme, et ben ils vont tout de suite changer d'opinion. En fin de compte, je suis contre. Oui. Et c'est ce qui est malheureux. Il faudrait essayer de trouver, vous avez raison, Daniel, le moyen d'aller au-delà du clivage politique pour faire avancer des réformes qui en fin de compte sont importantes pour tous les citoyens israéliens, je pense de droite comme de gauche, parce qu'une Cour suprême qui est tenue en réalité par 15 juges et qui se place totalement au-dessus du peuple. Alors ces dernières années, c'était à l'avantage de la gauche, mais j'ai envie de dire à mes amis de gauche, comment aurez-vous réagi s'il y avait 15 juges de droite ou d'extrême droite qui tout d'un coup dirigeaient le pays et prenaient les décisions à la place du peuple? Je ne suis pas sûr qu'ils auraient accepté cela non plus. Donc moi, mon idée est de réformer pour le bien de l'ensemble des citoyens israéliens. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir aux derniers développements autour des attentats, de la situation sécuritaire ici en Israël de ces derniers jours et de la réforme juridique de Yariv Levin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Yom Tov. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.